Bonjour Daniel, Boker Tov. On va commencer par le Ramadan qui débute aujourd'hui en Israël. Et oui, en effet, Ilana, et aujourd'hui, vous le savez, les musulmans entament donc ce mois de jeûne, et ces dernières années, on le sait également en Israël, ce mois est l'occasion de troubles au sein de la population palestinienne et des Arabes de Jérusalem-Est, en particulier autour du mont du Temple. Cette année, la tension, il faut le souligner, est moins palpable qu'au cours des dernières années, mais les forces de sécurité israéliennes restent en état d'alerte maximale. Le Shin Bet redoute que l'Iran et ses proxys ne tentent de profiter de ce mois pour tenter de déstabiliser la situation à Jérusalem, en particulier sur le mont du Temple et également en Judée-Samarie. Les forces de sécurité israéliennes ont limité l'accès au mont du Temple et l'ont interdit aux potentiels fauteurs de troubles palestiniens, c'est-à-dire essentiellement la jeune population palestinienne. Il faut souligner que cette année, le mont du Temple restera ouvert aux fidèles juifs pendant 5 heures par jour et non 4 heures comme les années précédentes. Et puis dans ce contexte, une déclaration qui pourrait bien mettre le feu aux poudres. Oui, il s'agit des propos du ministre des Finances et leader du parti sioniste religieux Bezalel Smotrich qui a déclaré que l'un des objectifs du prochain gouvernement, si la droite bien entendu remporte les élections, sera d'encourager la population gazaoui et même la population palestinienne de Judée-Samarie à émigrer vers l'étranger. Selon lui, il n'y a pas d'autre solution réaliste au problème du conflit israélo-palestinien. Smotrich espère également que le prochain gouvernement annulera les accords de Camp David. Et puis une autre déclaration de Bezalel Smotrich qui fait du bruit. Le ministre s'est emporté hier à la Knesset contre des députés arabes qu'il accusait d'être en partie responsables de la recrudescence de la délinquance dans le secteur arabe israélien parce qu'il ne fournissait pas suffisamment de budget pour lutter contre cette délinquance. Ce n'est tout de même pas notre faute si les Arabes s'entretuent, a-t-il lancé Bezalel Smotrich. Dans la bande de Gaza, le Hamas continue à accentuer son contrôle sur le littoral et on rejette d'ailleurs un ultimatum israélien. Oui, il s'agit d'un ultimatum qui a été lancé hier par le secrétaire général du gouvernement Yossi Fuchs. Dans une intervention, Yossi Fuchs a déclaré « Si d'ici 60 jours, le Hamas n'est pas totalement désarmé, alors ce seront les soldats de Tsahal qui s'en chargeront. » À la direction du Hamas, on a rejeté un tel ultimatum et l'on déclare « Netanyahou multiplie les menaces et les pressions, mais personne ne nous a fixé de date butoir au désarmement du mouvement. » Ceci étant, le Hamas profite actuellement du Ramadan qui débute, comme on l'a dit, pour consolider son pouvoir dans les zones qui ne sont pas sous contrôle israélien. Il s'agit donc essentiellement du littoral dans la bande de Gaza. Après le second round des négociations américano-iraniennes, les avis sont partagés. Oui, c'est le moins que l'on puisse dire. Ilana, à côté israélien, on attend de recevoir des explications sur les pourparlers d'hier à Genève. On se dit plutôt pessimiste quant aux chances de parvenir à un véritable accord entre Américains et Iraniens. Et on insiste, côté israélien, sur le rejet catégorique par le régime iranien de la moindre suspension dans le développement du programme de missiles balistiques iraniens et le refus également de geler toute coopération avec les proxys tels que le Hezbollah. Côté israélien, on redoute donc la conclusion d'un accord entre Washington et Téhéran uniquement sur le dossier du nucléaire iranien. Cela poserait aux autorités israéliennes un véritable dilemme sur la manière de réagir à un tel développement. Cependant, certains experts sécuritaires israéliens sont plus tranchants. Ils sont persuadés que tôt ou tard, une attaque américaine se produira. La question restera de savoir quand. Et pourtant, les Américains et les Iraniens semblent déterminés, Daniel, à explorer jusqu'au bout la carte de la diplomatie. Oui, le chef de la diplomatie iranienne, Abbas Araghchi, a affirmé hier à Genève que les discussions d'hier avaient été sérieuses, très sérieuses, et que des principes directeurs avaient été définis, ce qui permet d'envisager la préparation d'une feuille de route entre les Iraniens et les Américains, une feuille de route que les Iraniens devraient remettre aux Américains dans les 15 prochains jours. Cependant, il admet que les pourparlers pourraient se prolonger, car il y a selon lui encore de nombreuses questions qui restent sans réponse. Enfin, côté américain, on ménage le bâton et la carotte et Donald Trump semble déterminé à explorer la voie de la négociation, mais parallèlement, il continue à acheminer dans le golfe Persique une véritable armada. Les experts s'accordent à dire qu'il ne s'agit pas uniquement d'une action dissuasive de la part de Washington, mais bel et bien d'une préparation en vue d'une opération militaire d'envergure contre l'Iran. Le vice-président américain J.D. Vance a déclaré durant la nuit que le président Trump tentait de trouver une issue diplomatique à la crise selon laquelle l'Iran ne pourra pas se doter de l'arme nucléaire.
Et puis on termine par un rapide détour vers l'Italie où se poursuivent les Jeux Olympiques avec un coup de chapeau. Oui, pour mentionner un rapide coup de chapeau pour l'Israélienne Maria Seniou qui s'est qualifiée hier pour la finale du programme court de patinage artistique. Il faut le souligner, c'est la première fois qu'une Israélienne se qualifie pour cette finale. Une page météo pour compléter ce premier journal d'information. Le temps sera plus chaud que la moyenne, mais attention, demain, baisse des températures, retour de la pluie, au moins des pluies éparses sur une partie du territoire israélien, donc baisse des températures. Mais en tout cas, aujourd'hui, il fera 16 degrés à Jérusalem, ce qui est relativement doux pour la saison, 20 à Tel Aviv, à Netanya et à Ashdod, et 21 à Beersheba et 25 à Eilat. Nous avons le plaisir d'être en ligne avec Myriam Menrad. Myriam, bonsoir, bonjour. Bonsoir. Merci d'être avec nous pour dialoguer avec vous de la situation au Proche-Orient et au Proche-Moyen-Orient actuellement. On a bien entendu, alors d'abord je rappelle que vous êtes professeur à l'université d'Exeter au Royaume-Uni et que vous êtes géopolitologue, spécialiste du Moyen-Orient. Et justement, je voudrais vous poser une question sur ce qui s'est passé hier à Genève. Alors, sans trop rentrer dans les détails, bien entendu, parce qu'on ne connaît pas la teneur véritable de ces discussions, on a le sentiment que les Iraniens cherchent un accord tout en essayant de lancer de temps à autre des provocations. Est-ce que vous croyez que les Iraniens veulent tout faire pour éviter une attaque américaine? Oui, et en réalité, cette crainte d'une attaque américaine, elle est là, elle est très présente, je vais vous dire, depuis 2003, en fait, depuis l'attaque contre le régime de Saddam Hussein, contre l'Irak. Il faut quand même rappeler qu'à l'époque, après le 11 septembre 2001, souvenez-vous, on avait parlé, les Américains parlaient d'axe du mal, le fameux Axis of Evil, qui comprenait parmi les États voyous l'Irak, mais aussi l'Iran. Et les Iraniens avaient déduit en réalité de toute cette stratégie américaine qui consistait bien sûr dans l'après-11 septembre à remodeler le Moyen-Orient. Les Iraniens en avaient quand même assez logiquement déduit qu'ils étaient plus ou moins les prochains sur la liste. Bon, les choses ont été bien sûr très graves en Irak. Cette guerre a tourné au fiasco. Le projet américain a été une catastrophe. Donc, ça a créé tout à fait le contraire, c'est-à-dire que ça a servi sur un plateau d'argent l'Irak aux Iraniens, ce que les Saoudiens d'ailleurs redoutaient. Ils avaient mis en garde à l'époque, j'en parle dans un de mes ouvrages, ils avaient mis en garde l'administration Bush en leur disant si les choses tournent mal, ce sera vraiment du pain béni pour l'Iran. Bien sûr, ensuite, les liens ont été renforcés avec la Syrie voisine, le Hezbollah au Liban, qui était historiquement une émanation de l'Iran, du chiisme révolutionnaire iranien. Donc, en fait, l'axe de la résistance qu'on évoque beaucoup depuis le 7 octobre 2003 et la guerre lancée par Israël à l'échelle régionale, il a été mis en place dès cette époque avec cette obsession iranienne du fameux regime change, du changement de régime. Maintenant, ce qui est quand même assez surprenant aujourd'hui, c'est qu'on a eu tout de même en effet le tournant du 7 octobre 2023, et ce qui est quand même assez surprenant de la part des Iraniens, notamment aussi après la guerre des 12 jours, qui a vu une confrontation plus directe avec Israël, non plus ces confrontations, je dirais, par procuration, par leurs intermédiaires qui ont été quand même largement affaiblis des faits par les opérations israéliennes et bien sûr d'autres opérations occidentales dans la région. Mais ce qui est quand même surprenant, c'est de voir quand même ce régime continuer de vouloir en quelque sorte gagner du temps, d'autant que sur le plan interne, il y a aussi des logiques qui sont propres à l'Iran, qui sont des logiques d'essoufflement de ce régime de la République islamique, sur fond quand même, il faut le noter, ça n'est pas assez mis en avant, d'une situation économique qui est catastrophique. On a des mouvements de contestation sociale, politique, mais on a surtout une situation économique qui est devenue insupportable et donc des vagues successives de contestation en interne qui font en fait qu'on a du mal à comprendre aujourd'hui quelle est la rationalité de ce régime parce que, à part des concessions, on ne voit pas comment faire, enfin comment il espère se sauver d'une situation qui est par ailleurs désespérée.
Alors, est-ce que je dois en déduire que de votre réponse c'est-à-dire les Iraniens aujourd'hui sont intéressés par un accord qui leur permettrait d'avoir une sorte de bouffée d'oxygène, une sorte de bouée de sauvetage, parce que il est clair que une opération militaire américaine, ça serait la fin pour eux, pour le régime. Oui, oui, clairement, ils savent quand même qu'ils n'y survivraient pas. Alors après, bien sûr, les craintes, c'est l'après chute de la République islamique. On craint un scénario à l'irakienne, un scénario à la syrienne. En fait, les vraies craintes, elles portent sur cet aspect. Mais les Iraniens ont été quand même pris de court par la violence de la riposte Ouais. qui a été opposée à leur mandataire. Je pense notamment au Hezbollah, ça a été quelque chose d'assez effroyable pour eux. Bien sûr, les milices ont été très affaiblies sur le terrain syro-irakien. Par ailleurs, ces mêmes milices ne veulent pas entrer en guerre directement avec Israël. Donc, on ne peut pas vraiment dire aujourd'hui, je dirais, à part les Houthis qui, quelque part, Ouais. mènent leur propre guerre, mais qui sont très périphériques, on n'a plus d'axe de la résistance aujourd'hui. Parce que ce qu'il reste, en fait, de milices, je vais vous dire, si je prends le cas de l'Irak, personne ne veut aller à la guerre contre Israël et contre les États-Unis. Donc, la République islamique se retrouve quand même très isolée sur la scène régionale. Et aujourd'hui, je pense en effet que ce régime joue son va-tout, d'autant qu'on a cette contestation interne qui finit, je dirais, de délégitimer cette République islamique qui, depuis quand même des années, s'est soufflée, qui comptait justement en fait sur ses branches, ses ramifications Ouais. régionales et cette politique d'usure pour subsister, parce qu'on voit qu'en interne tout s'effondre, c'est une catastrophe. Alors, je voudrais que vous nous expliquiez, parce que vu de Jérusalem, on a du mal à comprendre un développement important de ces derniers mois. C'est, on va dire, l'éloignement de l'Arabie saoudite par rapport à Israël. On ne parle plus du tout de normalisation entre Israël et l'Arabie saoudite, alors que les Américains auraient pu être les parrains de cette normalisation. Et par contre, on sent une sorte de rapprochement de Mohammed ibn Salman même avec les Iraniens, mais avec la Turquie. Qu'est-ce qui fait courir aujourd'hui Mohammed ibn Salman alors que rien ne l'oblige? Alors, la menace iranienne, elle existe toujours, et c'est peut-être aussi pour ça que il frappe à la porte de Donald Trump et demande de ne pas attaquer. Je pense que l'Arabie Saoudite, et c'était encore, en fait, c'était déjà valable, on peut dire ce qu'on veut de MBS, mais si on prend le temps long, c'était déjà valable lorsque les États-Unis ont décidé d'envahir l'Irak militairement en 2003. L'Arabie Saoudite s'était opposée à cela pour une raison très simple, la déstabilisation de cette région. En fait, il faut comprendre que l'Arabie Saoudite s'en fiche un peu de normaliser les relations avec X ou Y dans cette région. L'Arabie Saoudite considère qu'elle est en position de leadership. En revanche, il y a une chose qu'elle veut avec les États voisins, avec l'Iran, avec le monde arabe et avec Israël, c'est la stabilité. Elle ne veut pas d'implosion, d'escalade, elle veut essayer d'endiguer ces conflits qui lui ont Oui, mais coûté quand même cher en termes justement, d'instabilité. le maintien d'un régime des mollahs en Iran, ça prive l'Arabie saoudite d'un véritable leadership régional. C'était le cas, encore une fois, je pense, jusque récemment. Aujourd'hui, pas du tout, puisque l'Iran est très affaibli. Je pense que dans le monde sunnite, le vrai rival aujourd'hui, le seul dans le monde sunnite qu'on puisse identifier, c'est la Turquie. C'est la Et Turquie, oui. puis, on a trois leaders aujourd'hui au Moyen-Orient. À mon avis, les choses sont très claires. Israël, l'Arabie Saoudite et la Turquie. Et ces trois États, si vous regardez finalement quelle est la logique, ces trois États veulent la stabilité à leurs frontières, la sécurité. Alors, on parle en effet d'une normalisation, mais qui, à mon avis, si elle devait intervenir, interviendra plus tard. Pour l'instant, l'idée, c'est la stabilité. Et ces trois États, si vous regardez bien, sont en train de négocier cette stabilité à leur manière avec les Américains. Donc, on a la question de la reconstruction de la Syrie, on a l'après Hamas à Gaza, on a encore une fois, cette Arabie Saoudite qui ne veut pas de guerre totale au Moyen-Orient, parce qu'il ne faut pas oublier aussi qu'il y a la vision, cette fameuse vision 2030, la transition en fait du royaume saoudien vers l'économie post-rentière, les grands projets faramineux qu'a lancé MBS, le fait de vouloir avoir un rôle sur la scène diplomatique internationale, de ne pas apparaître comme un État voyou comme d'autres Ouais. ont pu l'être dans cette région. Il y a quand même une volonté aujourd'hui d'apaiser les choses. Mais après, ça n'est pas une logique nécessairement de normalisation. Je pense qu'on se trompe de ce point de vue. Alors, je voudrais que l'on revienne maintenant sur votre dernier ouvrage qui est paru en fin janvier
aux éditions, si je ne m'abuse, Le Cavalier, Poche, le djihad, la métamorphose d'une menace, il est reçu sur une mouvance hétéroclite. Quelles menaces, sont les métamorphoses du djihad islamique, du djihad par rapport à ce qui s'est passé, on va dire, depuis 2001, on va dire depuis les attentats du 11 septembre jusqu'à aujourd'hui. Est-ce que, par exemple, on peut classer dans la catégorie du djihad ce qui s'est passé le 7 octobre et même depuis, on va dire? Oui, alors moi, ce que j'essaie quand même de faire dans cet ouvrage, c'est aussi de réinscrire ce phénomène qu'on dit donc djihadiste, hein, qui est né en Égypte à l'origine, hein, dans les années 60-70, qui s'est ensuite internationalisé avec l'Afghanistan, qui ensuite, bien sûr, a culminé avec le 11 septembre 2001, qui était déjà, il faut le dire, un djihad contre les juifs et croisés, je cite, hein, si on se réfère à la fatwa qui avait été lancée par Ben Laden 3 ans plus tôt, qui a essaimé. Ensuite, on a eu une forme de transhumance militaire à l'échelle du monde musulman et pas seulement au Moyen-Orient, puisqu'aujourd'hui, on sait que ces mouvances sont très délétères, très meurtrières dans tout le continent africain. Elles ont bien sûr des ramifications en Asie et dans nos sociétés occidentales, puisque cette idéologie djihadiste, elle continue régulièrement d'activer un certain nombre de profils qui sont sensibles à sa propagande. Donc, de ce point de vue, je viens de le décrire dans les grands traits, on a des métamorphoses, hein. J'aime le terme de métamorphose parce que ça n'est pas non plus un mouvement qui change fondamentalement, si on parle de l'idéologie, par exemple, ça n'est pas fondamentalement un mouvement qui a changé les ressorts de sa lutte armée. C'est une lutte contre les régimes de la région qui sont qualifiés d'apostats. C'est une lutte contre le grand Satan qu'est l'Amérique. Le petit Satan étant en quelque sorte Israël. On a un autre grand Satan qui est l'Iran. Donc bon, les djihadistes aussi, quelque part, s'insèrent dans ces logiques, je dirais, de rivalités étatiques. Mais ce phénomène continue de prospérer, il faut quand même bien le dire, et a vraiment pris une dimension phénoménale sur fond de faillite des États au Moyen-Orient, parce que on ne le dit pas assez, mais c'est parce qu'on a eu une faillite des États, des institutions, de la gouvernance, que ces mouvements ont réussi à prendre une telle ampleur. Dans le cas du 7 octobre 2023, moi je pense qu'on voit aussi quand même à quel point la faillite des institutions, de ce qu'il pouvait y avoir d'institutions palestiniennes, de gouvernance palestinienne, sur fond, encore une fois, au niveau transnational de progression de cet islamisme radical qui, encore une fois, a fait des petits à peu près partout, et bien tout cela a créé des conditions, bien sûr, catastrophiques, et puis ensuite un certain nombre de failles vont créer la catastrophe, le drame que l'on connaît. C'était la même logique finalement qui avait présidé aux attentats du 11 septembre. Je pense qu'on n'a pas pris la mesure de la résilience aussi de ces mouvements qui, même affaiblis, frappés en leur cœur, on voit leur leadership décapité par vagues. Et puis, malgré tout, il y a une résilience, il y a cette détermination qui a beaucoup à faire aussi, je vais peut-être finir comme sur ce point qui me semble important, avec deux choses. D'une part, cette notion d'endurance, hein, ils estiment que de toute façon, parce que c'est lié alors à cette idéologie politico-religieuse, ils estiment que de toute façon, c'est un combat au nom de l'islam, de Dieu, et que l'ultime combat, c'est le martyr, la mort. Donc, c'est ce qu'ils avaient dit, hein, finalement, vous craignez la mort, nous non, donc c'est quand même quelque chose qui nous rend supérieurs. De ce point de vue, on n'a jamais vraiment pu défaire cette pensée totalement délétère qui va continuer, malheureusement, je pense, ici et là, de frapper. Et puis après, ce qui quand même les renforce aussi, on ne l'a pas assez dit, c'est encore une fois cette déliquescence politico-sécuritaire institutionnelle dans un certain nombre de pays. Je pense bien sûr à l'Irak et à la Syrie qui ont été littéralement, il faut le dire, ravagés par le djihadisme et qui le sont encore. Oui. On peut nous dire ce qu'on veut du nouveau régime, c'est un régime à tendance djihadiste autoritaire qui commet des massacres de masse contre un certain nombre de minorités. Parce que le problème, il est là, c'est que quand je parle de l'État, vous avez en Israël un État qui protège une minorité au Moyen-Orient. Les Kurdes n'ont pas d'État pour les protéger. Les Druzes n'ont pas d'État pour les protéger. Les Alaouites qui étaient au pouvoir et qui forment aujourd'hui une minorité n'ont pas d'État. Donc, bien sûr, ça explique aussi quand même cette fameuse doctrine de la périphérie qui est la doctrine d'Israël qui quand même consiste à
à reconnaître que ces minorités au Moyen-Orient vivent dans un environnement extrêmement hostile. On le voit aussi en Iran, enfin on le voit à peu près partout. Et donc Israël se protège et arrive à faire front parce qu'Israël est un État fort. Mais vous l'avez vu ailleurs, les États se sont effondrés. Donc ce qu'il y avait de protection, je dirais d'ordre public, etc., n'existe plus du tout. Il faut dire les choses. On est parfois vraiment dans des situations d'impunité, de criminalité généralisée, de vandalisme, de règlement de compte sans fin. Et voilà pourquoi d'ailleurs j'avais parlé de géopolitique de la vengeance, sans qu'un État, encore une fois, puisse canaliser ses vengeances privées à travers un système judiciaire, à travers une justice transitionnelle. Tout ça n'existe plus, à l'exception donc d'Israël qui répond par une riposte militaire avec les moyens d'un État. Et ça, je pense qu'on ne le met pas assez en avant. Le djihadisme a prospéré sur la faillite des États dans cette région. Eh bien, effectivement, c'est une belle phrase de conclusion. Le djihadisme, a prospéré sur la faillite des États. Effectivement, merci beaucoup, Myriam Benrad, de nous avoir donné votre appréciation sur ce qui se passe actuellement au Proche et Moyen-Orient, en particulier autour des négociations entre les États-Unis et les Iraniens, et puis aussi donc de nous avoir présenté ce dernier ouvrage, Djihad, la métamorphose d'une menace. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. Bonne journée, à bientôt. Merci. Nous avons le plaisir d'être en ligne avec David Binichai. David, bonjour, Boker Tov. Boker Or. Merci d'être avec nous ce matin. Je rappelle que vous êtes membre du Parti des démocrates, le parti de Yair Golan et fondateur des démocrates mobilisés, on va dire, dans la communauté francophone. Un petit peu préoccupante pour lui. Il affirme qu'il n'est plus certain que la gauche est en tout cas, alors que on approche des élections, même si celles-ci ne sont pas encore décidées. Je pense que la première chose qui me préoccupe, c'est la stratégie qui est en train de se déployer du côté de Netanyahou, à savoir d'essayer d'amener les élections au centre. C'est-à-dire ? Il a réussi dans un premier temps, en 2022, à créer une coalition à l'extrême, et on voit bien un certain nombre de dégâts de cette coalition, au niveau international notamment, et donc il va vouloir recentrer. Et aujourd'hui, les voies potentielles qui existent, c'est Benny Gantz et Endel qui ne passent pas à Rouza Hassima le pourcentage minimum, et donc la tentation c'est qu'ils s'allient, et qui constituent une voie de passage entre le camp libéral et le Likoud Netanyahou. Et je pense que là s'opposent finalement les deux Yair, puisque sur le potentiel à récupérer, entre guillemets, des voix de Gantz et d'Endel, c'est là où se situe la bataille, puisque c'est des voix qui iront soit chez l'un, soit chez l'autre. Alors, on peut le comprendre, mais de ce point de vue-là, et dites-moi si je me trompe, je crois que Yair Golan a déclaré qu'il fallait s'unir, et s'il fallait s'unir, il fallait s'unir autour des démocrates. C'est-à-dire chacun dit oui à l'union, mais autour de moi. C'est un peu la même chose que dit Gadi Eisenkot, c'est aussi un peu la même chose que dit Yair Lapid. Avec tant d'ego de part et d'autre, il est clair qu'une union de l'opposition, elle semble peu probable. Non. Premièrement, il est évident que le scénario, il est clair. Il y aura un grand parti, puisque dans la psychologie israélienne, il va falloir qu'on coiffe au poteau les 24, 23, 25 sièges des mandats potentiels dans les sondages, avec un parti qui est plus important et qui se maintiendra. Donc aujourd'hui, ce sont les jeux de rapprochement et de la façon dont ce camp libéral va se constituer. Et effectivement, Yair Golan aurait intérêt à constituer un groupe plutôt, on va dire, au centre-gauche, en attirant à lui Lapid, alors qu'il y a un centre de gravité qui se situe du côté de Bennett, et il risquerait de se retrouver, on va dire d'une certaine manière, isolé à la gauche. Oui, mais Yair Golan... Mais je pense pas que...
Non, mais Yair Golan, David, Yair Golan, parmi les leaders de l'opposition, on va dire, c'est un des plus radicaux. C'est-à-dire, c'est difficile de s'unir autour du message, on va dire, relativement musclé et radical de Yair Golan. Comment pouvons même Yair Lapid, c'est pas certain qu'il puisse adhérer à tout ce que dit Yair Golan. Oui, tout à fait, mais de toutes les manières, au-delà du discours, c'est quand même des jeux de camps qui vont se jouer. Ah d'accord, mais concrètement, je pense que pour Yair Golan, il y a une... Concrètement, comment on peut faire ? Vous parliez d'un grand parti. Essayez de nous donner un cas de figure où on verrait une union des différentes formations qui pourrait atteindre 25 mandats. C'est-à-dire, il faudrait que ce soit Yair Lapid, il faudrait que ce soit Yair Golan, il faudrait que ce soit Eisenkot. Tout ce monde-là, ensemble, à peine arrivera à 25 mandats. Non, pas du tout, c'est pas les chiffres. Actuellement, aujourd'hui, vous avez une représentation qui est simple, avec un grand groupe au centre qui réunit Eisenkot, Bennett et Lapid. Oui. Lapid et Bennett ont siégé ensemble, ils sont amis de surcroît. Et vous avez plus à droite Lieberman et plus à gauche Yair Golan. C'est ça qui se profile. Et d'ailleurs, dans les sondages, c'est comme ça qu'est présentée l'hypothèse de construction d'un groupe. Oui, mais là aussi, il y a encore des rivalités d'ego là-dedans, parce que, par exemple, si vous voulez unir Eisenkot, Bennett et Lapid, chacun, Bennett et Lapid ont déjà été Premier ministre, Eisenkot voudrait le devenir, on va avoir du mal à trouver une tête de liste qui se dégage. Non, je pense qu'aujourd'hui, pour beaucoup d'Israéliens, Bennett apparaît comme celui qui est le challenger de Netanyahou, dans la mesure où il a déjà été Premier ministre et que les gens ont quelque part en souvenir le fait que le gouvernement de changement était un gouvernement de relatif apaisement politique. Et c'est dans la représentation des Israéliens, Bennett. Donc, et Eisenkot, malgré son parcours et malgré le personnage que j'apprécie énormément, ça n'empêche que dans les sondages, il plafonne quand même à 10 11 sièges et il évolue pas. Donc, pour pouvoir avoir, d'une certaine manière, l'ambition de challenger Bennett, faut-il encore qu'on sente une dynamique auprès des Israéliens dans les sondages qui fasse que Eisenkot est en train de coiffer au poteau Bennett, ce qui n'est pas le cas pour l'instant. Donc, je pense qu'ils vont devoir chacun ravaler un petit peu leur ego et se réunir autour de Bennett, sachant que la gauche a à défendre ses valeurs et que je pense pas qu'elle rentrera dans une configuration de cette sorte. Et je pense qu'elle doit influer de la gauche, de là où elle est, et de tirer ce groupe, et donc d'augmenter les 10-11 sièges potentiels vers 12, 13, 14. Il y a beaucoup de gens de très grande qualité chez les démocratines qui se présentent sur la liste, et donc évidemment la bataille va être ardue. Mais globalement, je pense que la configuration, c'est Golan, un centre élargi, et Lieberman à droite. Alors, malgré tout cela, même lorsque l'on fait les calculs, on n'arrive pas encore à 61 mandats. On n'arrive pas à 61 mandats sans les partis arabes israéliens ou alors les orthodoxes. Est-ce que vous pouvez envisager dès maintenant, c'est un cas de figure dont on reparlera probablement au cours des prochains mois, est-ce qu'on peut envisager aujourd'hui qu'il y ait à l'intérieur d'une coalition gouvernementale un des partis arabes israéliens, peut-être celui de Mansour Abbas, qui a déjà siégé, on va dire, dans une coalition gouvernementale ? Bien sûr, enfin moi de mon point de vue, de là où je me positionne, et je pense en analysant la politique israélienne, oui, évidemment, on a effectivement Mansour Abbas qui est aussi un vrai personnage politique. Non seulement c'est un parti arabe, mais c'est aussi une vraie figure politique qui a une grande valeur. Et donc je pense qu'effectivement, on a aussi intérêt à allier Ram et Mansour Abbas à la future coalition. Je voudrais faire un petit pari ici, oui. C'est que je pense que le monde orthodoxe est beaucoup plus challengé que ce qu'on veut bien voir, on va dire en apparence, ce que les politiques veulent nous montrer, ce que les rabbins veulent nous montrer. Et je pense qu'il y a aujourd'hui une puissance, au moins sociologique, qui n'est pas de traduction politique, ce sont les femmes. Aujourd'hui, il faut bien voir que dans le monde orthodoxe, le deuxième pilier, à part, entre guillemets, la vache à lait du gouvernement qui inonde le monde orthodoxe de milliards, on a, de façon très concrète, celles qui vraiment participent de la vie,
sociale et économique israélienne sont les femmes orthodoxes. Et je m'attends et je suppose que les choses sont en train, à mon avis, de s'organiser et j'espère qu'elles prendront une dynamique, mais un parti de femmes qui prennent en considération des femmes du sionisme religieux et des femmes orthodoxes. Je pense qu'elles ont une voix, elles sont aujourd'hui totalement mises à l'écart. Aujourd'hui, je pense qu'il y a peut-être quelque chose qui peut se dessiner. Le monde orthodoxe ne peut pas rester aussi monocorde, aussi monolithique qu'il est actuellement. Est-ce que je me trompe ou c'est un appel du pied, on va dire, de la gauche israélienne en direction du monde orthodoxe pour envisager une alliance au lendemain des élections ? Non, c'est pas ce que je dis. C'est pas du tout ce que je dis. Premièrement, je suis pas le représentant de la gauche. Je suis un homme de gauche, mais une réflexion qui est individuelle et propre. Mais je pense qu'il y a potentiellement une alliance avec un parti de femmes orthodoxes qui ont des choses à dire et des choses à énoncer dans la société israélienne vis-à-vis autant du monde orthodoxe lui-même que de la société israélienne. Oui, mais là, c'est pas du tout un pied que je fais au parti traditionnel orthodoxe. Non. Oui, mais là, David, vous êtes un peu dans l'utopie parce qu'un parti de femmes orthodoxes qui passerait le seuil d'éligibilité, on a beaucoup de mal à l'imaginer aujourd'hui. C'est-à-dire, les partis orthodoxes, on le sait, d'abord ne donnent pas la parole aux femmes et on voit pas vraiment comment un parti orthodoxe de femmes pourrait être considéré comme un parti orthodoxe, ne serait-ce qu'au niveau de la définition. Mais en tout cas, je pense que la fille du grand rabbin, Ovadia Yosef. Je crois qu'un parti de femmes, c'est pas uniquement des femmes orthodoxes. Il y a quelque chose qui est en train de se passer, et moi j'appelle évidemment mes vœux, mais je crois que il y a beaucoup plus de choses qui traversent le monde orthodoxe aujourd'hui qu'on veut bien l'accepter et le croire. Que ce soit autour des études fondamentales, d'anglais et de mathématiques, que ce soit autour de l'enrôlement à l'armée, que ce soit dans la question du travail. Aujourd'hui, 57% des orthodoxes font partie du monde, sont intégrés dans le monde du travail, et dans ces 57%, vous avez 80% de femmes. Et je pense qu'à un moment donné, sociologiquement, ce phénomène-là va se traduire politiquement. Peut-être à cette cadence, peut-être à celle d'après. Le monde orthodoxe ne peut pas rester aussi monolithique qu'il est. Il doit y avoir des dynamiques, et j'appelle de mes voeux à ce qu'il y ait des dynamiques. Maintenant, vous connaissez ma position. J'ai une appréciation particulière des personnes qui sont religieuses, qui ont amené des choses dans le débat, tant qu'ils ne me l'imposent pas dans ma façon de vivre. Mais j'ai un respect profond pour les gens qui sont porteurs de la spiritualité juive, et je les respecte, je les écoute, je suis d'accord ou pas d'accord, et je pense que même en tant qu'homme de gauche, peut-être parce que je suis français, j'ai un rapport particulier à ce que le monde religieux peut apporter à la société, même si dans sa vision sociale. Alors ça, je vous reprends la balle au bon. Même si ces orthodoxes ne sont pas sionistes, et vous avez le même respect pour les sionistes religieux qui eux sont sionistes, qui combattent et qui que l'on a vu extrêmement présents dans la guerre. Mais bien sûr, j'ai du respect pour les personnes. Évidemment, je pense qu'il y a à l'intérieur du sionisme religieux une frange que j'appellerais les messianistes du sionisme religieux, mais je pense que beaucoup de gens qui sont du sionisme religieux, du Bnei Akiva, qui participent de la vie sociale, économique et culturelle, éducative du pays, ne sont pas à mettre de côté, évidemment que non. Il faut faire la différence entre les politiques qui représentent et qui portent un discours et dans quelle mesure ils ont derrière eux des gens. D'ailleurs, vous le voyez bien, Smotrich, depuis maintenant 2 ans, ne passe pas le seuil d'éligibilité. Oui. Ça veut bien dire quelque chose sur le public sioniste religieux. Eh bien, on est parti de Yair Golan, on est arrivé à Bezalel Smotrich avec vous, David Ben Ishai. Merci beaucoup, en tout cas, de nous avoir donné votre appréciation de ces tensions au sein du monde de l'opposition actuelle. On verra si effectivement on trouve un dénominateur commun entre les différentes formations de l'opposition actuelle pour tenter de former un bloc, on va dire de bloc de la gauche ou bloc de centre de gauche qui pourrait rivaliser avec le Likoud et d'autres. Un bloc libéral. Un bloc libéral, on va l'appeler comme ça. Merci beaucoup, David, d'avoir été avec nous ce matin. Bonne journée, bonne continuation, à bientôt. Merci, bonne journée.
Et ce matin, le dossier iranien fait les manchettes des deux grands quotidiens israéliens, Israël Hayom et Yediot Aharonot, ainsi que des sites d'information. Après le second round des pourparlers qui s'est tenu hier à Genève, la manchette du Yediot Aharonot reflète le paradoxe de la situation actuelle. On parle d'accord entre Américains et Iraniens, mais on se prépare à la guerre. Et en surtitre, le Yediot Aharonot résume ainsi les incertitudes. Alors que les Iraniens parlent d'arrangement avec Washington, les Américains, eux, émettent des doutes sur la capacité de parvenir à un compromis avec Téhéran. En sous-titre, le Yediot Aharonot parle de jeu de poker diplomatique hier à Genève, et ce alors que dans le Golfe Persique, une véritable armada américaine se prépare au combat, et qu'en Israël, on se prépare également en vue de l'instant où la diplomatie aura terminé de jouer son rôle. Le Israël Hayom mentionne également le dossier iranien dans sa première page, mais pas en manchette ce matin. Le Israël Hayom se focalise plutôt ce matin sur le refus du régime iranien de permettre à une commission internationale d'enquêter sur les massacres qui se sont produits en Iran durant le mois de janvier, en particulier durant la vague de protestations populaires dans les grandes villes iraniennes. Mais en sous-titre, le journal revient sur les pourparlers de Genève et il cite un diplomate occidental qui affirme que les Iraniens s'acharnent actuellement à conserver l'intégralité de leurs missiles balistiques, ce qui va bien entendu ne pas plaire à Israël. Le journal cite également l'ayatollah Khamenei qui, au moment précis où les pourparlers débutaient à Genève hier, a menacé de faire couler le ou les porte-avions américains. En page 2, le Israël Hayom cite ce même diplomate occidental qui affirme que le président Trump a posé des lignes rouges que les Iraniens ne pourront pas dépasser ou accepter, et que sur le terrain, c'est-à-dire dans le Golfe Persique, plus d'une cinquantaine d'avions de chasse supplémentaires, des Américains bien entendu, sont arrivés sur place ces derniers jours. Pour Amnon Lord, cela ne fait aucun doute, les Américains sont en train de gagner du temps en négociant, mais ils se préparent avant tout à une confrontation militaire majeure. De facto, ces négociations sont une étape dans le plan de guerre américain, écrit-il ce matin. La page d'ouverture du Maariv est également consacrée à l'Iran avec un message clair qui nous vient cette fois du Sénat américain. Les sénateurs républicains ont dénoncé hier les menaces lancées par le guide suprême Ali Khamenei contre les porte-avions américains qui sont à proximité du Golfe Persique. Menacer Trump n'est pas très malin actuellement, ont affirmé ces sénateurs, et en sous-titre, le Maariv souligne les contradictions dans les messages fournis hier à l'issue des pourparlers de Genève de part et d'autre. Et puis ce matin, sur le site N12 qui reprend les commentaires du journal télévisé de la chaîne 12 d'hier soir, un constat sans équivoque d'Ehoud Yehari, le spécialiste du monde arabe de la chaîne 12, qui affirme que l'Iran ne veut pas du tout de confrontation face aux Américains. Elle n'a pas d'armée de l'air pour empêcher les avions américains et israéliens de frapper son territoire, écrit ce matin Ehoud Yehari. La manchette du Israël Hayom est une manchette sécuritaire qui nous ramène à la frontière entre Israël et la Jordanie. Le journal rappelle qu'il s'agit de la frontière la plus longue qui sépare Israël d'un autre pays, mais il souligne que cette frontière est loin d'être étanche. Sur plusieurs points géographiques, la frontière disparaît purement et simplement. À d'autres endroits, il n'y a pas de réseau téléphonique ou de réseau d'internet, ce qui en cas d'attaque ennemie peut être fatal. Et cela favorise donc la multiplication d'un trafic d'armes et de marchandises. Un trafic d'armes qui sont acheminées vers les territoires palestiniens via les Iraniens qui ont apparemment trouvé le maillon faible de la sécurité pour l'État d'Israël et qui donc font passer ces armes et ces munitions à partir de la Jordanie en provenance d'Irak vers les territoires palestiniens de Judée et de Samarie. Et dans son analyse ce matin, Hanan Ginat écrit que la prochaine catastrophe pourrait bien se produire dans la Harava, là où la frontière est incertaine. Et puis ce matin, dans le Yediot Aharonot, Ben Dror Yemini nous parle d'une menace qui, selon lui, est bien plus importante que celle des Iraniens. Pour Ben Dror Yemini, la menace iranienne existe, mais c'est une menace extérieure à laquelle l'État d'Israël est capable de se mesurer. Pour lui, la menace principale d'Israël aujourd'hui est intérieure. C'est ce qu'il appelle le règne de la violence qui se développe en Israël. Une violence qui est, selon lui, omniprésente et qui est devenue, pour les autorités israéliennes, une forme de politique délibérée. Ben Dror Yemini ne parle pas seulement de la violence dans le secteur arabe israélien, dont on parle beaucoup ces derniers jours, mais aussi de la violence verbale dans le discours politique actuel.
Quant à Yuval Karny, toujours dans le Yediot Aharonot, il se penche ce matin sur l'opposition politique à Binyamin Netanyahou et il constate avec regret que cette opposition est dangereusement divisée alors que les élections approchent. Les leaders de l'opposition se livrent à des combats de coq internes et d'ailleurs, il titre son éditorial ce matin « Une opposition à elle-même ». Au lieu de se présenter sous un seul et même étendard, les leaders de l'opposition actuelle rivalisent. Azenkot déplore le pleurnichage de certains de ces leaders de l'opposition. Avigdor Lieberman réclame des engagements qui ne sont pas tous prêts à prendre. Et puis Yair Lapid met en garde contre les risques d'une division interne qui profiterait donc à la droite et qui lui permettrait de former le prochain gouvernement. Je ne suis plus sûr, a dit Yair Lapid, que nous formerons le prochain gouvernement, alors que j'en étais plutôt persuadé il y a encore quelques mois. Toujours en politique intérieure, le Israël Hayom se fait l'écho de tensions au sein même du Likoud. Cette fois, des membres encartés du parti de droite affirment clairement qu'ils sanctionneront les députés qui soutiendront la fameuse loi d'enrôlement de Boaz Bismuth et qu'ils les rétrograderont dans la prochaine liste électorale du parti. Selon un sondage interne, 59% des électeurs membres du Likoud ne soutiendront pas un député qui aura voté pour la loi sur l'enrôlement. 72% des membres du Likoud exigent un enrôlement général dans la société israélienne et 93% considèrent le service militaire comme une réelle contribution à la sécurité d'Israël. Et puis pour terminer, le Yediot Aharonot consacre ce matin une pleine page à la lutte pour le grand rabbinat de Tel Aviv, une confrontation ardue. Le Yediot Aharonot détaille les principaux candidats dans cette confrontation et en particulier le Rav Zvadia Cohen qui est aujourd'hui le président du tribunal rabbinique de Tel Aviv, qui est très proche du parti Shas et de l'ex-grand rabbin d'Israël, le Rav Yitzhak Yosef. C'est d'ailleurs Aryeh Deri et le parti Shas qui exercent des pressions politiques afin de faire élire le Rav Zvadia Cohen à ce poste de grand rabbin de Tel Aviv et une partie de ces pressions passe par le ministère de l'Intérieur qui dépend aussi du parti Shas et qui peut soit geler, soit fournir des budgets conséquents à la mairie de Tel Aviv. On comprend ce levier de pression. L'autre candidat en vue, eh bien, il n'est autre que le Rav Chaim Amselem qui est président du mouvement Am Shalem, qui est francophone, bien connu de la communauté francophone en Israël et qui a l'atout d'être considéré comme un modéré. C'est la fin de cette revue de la presse et des médias israéliens. Imaginez la scène. Nous sommes au Qatar. La chaîne de télévision Al Jazeera, porte-parole des frères musulmans et du Hamas, organise un forum. Parmi les invités, le ministre iranien des Affaires étrangères et Khaled Mashal, figure bien connue de l'organisation terroriste Hamas. Jusqu'ici, rien de surprenant, une réunion d'ennemis déclarés d'Israël et d'antisémites notoires. Mais la surprise vient d'ailleurs. Les organisateurs invitent à distance une intervenante inattendue, l'italienne Francesca Albanese. Pour rappel, elle est rapporteuse spéciale de l'ONU pour les territoires palestiniens depuis 2022, donc fonctionnaire et rémunérée par l'organisation internationale. Dès son intervention, elle félicite la télévision Al Jazeera pour, je cite, son objectivité, puis s'en prend violemment aux médias occidentaux accusés d'avoir servi la cause et défendu un État génocidaire. Et puis, elle va plus loin, beaucoup plus loin. Francesca Albanese déclare que l'humanité a un ennemi commun et que cet ennemi commun s'appelle Israël. Face au tollé suscité par ces propos, la rapporteuse de l'ONU tente ensuite de faire marche arrière. Elle affirme qu'elle visait non pas un pays, mais un système. Une explication pour le moins floue qui ne convainc personne. Car ce qui a été exprimé reprend des thèses antisémites bien connues, héritées des heures les plus sombres de l'histoire. L'idée d'un ennemi mondial, d'un complot incarné autrefois, attribué aux Juifs, et des thèses recyclées aujourd'hui, repeintes aux couleurs du progressisme, mais dont le fond reste tristement le même. Devant ces déclarations et en réponse à une question de la députée Caroline Yadan, le chef de la diplomatie française n'a eu d'autre choix que de demander la démission de Francesca Albanese. Mais ce que semble oublier Jean-Noël Barrot, c'est que Madame Albanese n'en est pas à sa première sortie de ce genre. Ses propos ne sont ni un dérapage isolé, ni une maladresse. Ils s'inscrivent dans une série de prises de position répétées. Rafraîchissons donc la mémoire du ministre français des Affaires étrangères.
En 2014, Francesca Albanese décrit les États-Unis comme, je cite, submergés par la puissance du lobby juif. En 2015, elle accuse le Mossad et la CIA d'avoir été impliqués dans les attentats contre Charlie Hebdo et l'hypercacher. Et en septembre dernier, elle s'en est prise à un maire italien dont le seul tort avait été, écoutez bien, de demander la libération des otages israéliens. Depuis, de nombreux pays ont demandé sa démission. Le secrétaire général des Nations Unies a pris ses distances par la voix de son porte-parole, se désolidarisant des propos tenus par la rapporteuse de sa propre institution. Reste une question essentielle. Quand s'arrêtera l'hypocrisie de cette organisation internationale qui, sous couvert de vouloir servir le pont entre Palestiniens et Israéliens, laisse prospérer et diffuser des discours anti-israéliens et parfois clairement antisémites? À force de laisser passer l'inacceptable, l'ONU ne joue plus un rôle de médiateur, elle devient partie du problème et c'est toute sa légitimité qui est remise en cause. Et c'est devant cette même organisation de la honte que Emmanuel Macron a reconnu en septembre l'État de Palestine, une décision prise sous les applaudissements d'une assemblée qui a depuis longtemps perdu toute autorité morale. Eh bien, nous avons le plaisir d'être en ligne avec Ralph Pais. Ralph, bonjour. Bonjour, bonjour. Merci d'être avec nous. Vous êtes le vice-président du Forum des organisations juives de Belgique et vous êtes aussi vice-président de YID, qui est une organisation qui s'occupe de lutter contre l'antisémitisme. Et avec vous, je voudrais que l'on revienne sur, on va dire, le débat provoqué par des déclarations de l'ambassadeur des États-Unis en Belgique qui s'est dressé contre la possibilité, l'éventualité du fait que la Brit Mila, la circoncision, puisse être interdite en Belgique. Alors, d'abord, quel a été l'impact de ces déclarations de l'ambassadeur White? J'ai rarement vu autant d'articles de presse en 24 heures sur le même sujet. Ici en Belgique, on parle plus que de ça. Ça a fait un véritable bombe parce que, comme vous le savez, il est assez inhabituel qu'un ambassadeur d'un pays se mêle quelque part d'un problème qui se passe dans le pays où il est ambassadeur. Il a donc fait un post sur X, sur Twitter, un long post où il dit qu'il est très fâché et que il veut que tout de suite on arrête la procédure qui donc depuis 6 mois est en cours contre 3 Moalim à Anvers et qu'il trouve ça scandaleux et il tague des personnalités belges dont certains ministres et dit qu'il faut arrêter ça tout de suite et que c'est de l'antisémitisme. Alors d'abord, on va essayer de Bill White lui-même, il est juif ou non, ou non? Son papa biologique est juif, oui. Mais surtout il a expliqué que il est venu ici en Belgique avec plusieurs missions et que le président Trump lui a surtout donné la mission de bien faire attention à la lutte contre l'antisémitisme. Et donc depuis qu'il est là, depuis quelques mois, on est très chanceux parce que vraiment, dans chaque interview, dans chaque intervention, il parle de ça, du danger de l'antisémitisme et il fait vraiment de son mieux à chaque fois de placer ça et de parler de ce combat. Alors, il y a donc 3, il faut rappeler aussi, donc vous l'avez dit, 3 Moalim à Anvers qui font l'objet d'une enquête parce que ils ont fait des Brit Milot, des circoncisions, sans un contrôle médical assisté. C'est cela le fond du problème. Tout à fait, comme on le fait depuis des millénaires en fait. Donc il n'y a rien de nouveau, sauf que tout d'un coup, il y a eu apparemment des plaintes. Le parquet insiste, malgré qu'on a la communauté juive et le consistoire qui s'occupe de ça a bien expliqué à plusieurs reprises que ce sont des pratiques, que ce n'est pas n'importe qui le fait, que les gens sont hautement qualifiés pour le faire. D'ailleurs, heureusement qu'on a connu aucun incident, il n'y a pas d'incident connu, donc il n'y a pas non plus d'explication pourquoi tout d'un coup ils font des problèmes comme ça.
Et nous sommes extrêmement inquiets parce que selon les informations qu'on reçoit, ils sont vraiment en train de voir comment ils peuvent interdire la circoncision, donc la Brit Mila. Et comme vous le savez, imaginons que ça arrive, ça sera la fin du judaïsme en Belgique, parce que comme vous le savez, c'est le ABC, c'est pas seulement une tradition, mais c'est une condition pour être juif. Donc sans cela, il n'y a absolument plus de futur pour une vie juive ici en Belgique. Alors lorsque vous dites il, c'est le ministère de la Santé belge, c'est le gouvernement, qui est derrière cette campagne? Il y a un ministre qui s'appelle Van den Broek, qui est un ministre d'une partie socialiste, qui tient tête, qui n'a pas aussi voulu ouvrir la porte, parce que vous le savez, la communauté juive ne demande pas mieux aussi que de écouter les inquiétudes peut-être du gouvernement. Imaginons qu'eux, ils souhaitent qu'il y a certaines règles par rapport à l'hygiène ou quoi que ce soit, en fait. Nous sommes tout à fait ouverts de parler de ça et de faire un cadre, comme ça c'est fait dans beaucoup d'autres pays, en Allemagne, en Suède. Il y a un cadre, donc on essaye de combiner nos valeurs religieuses avec peut-être certaines recommandations médicales, et il y a des solutions pour tout. Mais si on ferme la porte, évidemment, on va pas arriver loin. Alors justement, alors concrètement, comment, d'abord, quelle est la position de la communauté? Que fait la communauté actuellement pour d'abord essayer par rapport à cette enquête, qu'est-ce qu'elle fait et quelles sont les démarches qui sont entreprises, on va dire au niveau politique, pour essayer de contrer ou de faire, de neutraliser, on va dire ces projets néfastes. Ouais. Nous avons essayé d'expliquer qu'en fait, vous savez, vous êtes au courant que la shrita, l'abattage rituel, il y avait déjà ça a été enlevé. C'est déjà quelque chose d'extrêmement grave, parce que c'est encore une fois une fondation du judaïsme, c'est un de nos piliers dans notre religion. Ils ont enlevé. Alors on peut dire oui, bon, ce n'est pas grave, allez, vous allez importer de la viande, ce qu'on fait d'ailleurs maintenant. Mais avec la Brit Mila, évidemment, c'est un problème beaucoup plus grave. Autrement dit, pour répondre à la question, on essaie d'expliquer que nous sommes quand même dans un pays où la liberté de religion est importante, je pense. Et on est petit à petit en train d'enlever tout. C'est comme si on entend chaque fois dans les commémorations de la communauté, il y a des politiciens qui viennent avec des super beaux discours comme en France, la Belgique sans les Juifs n'est plus la Belgique. Tout ça, c'est très beau. Mais en acte, c'est comme si on donne un permis de conduire, mais on dit, vous pouvez uniquement rouler dans une voiture qui n'a pas de roues et pas de volant. Mais c'est quoi ça? On est ici, ou bien on s'occupe de cette minorité, cette communauté juive qui est 0,5% de la population ici en Belgique, et on laisse tranquille cette communauté, on laisse nous vivre avec nos traditions. Et encore une fois, on peut discuter d'un cadre pour essayer que tout le monde soit content, il n'y a pas de problème. Mais si on nous met à bout et on commence vraiment à nous enlever les premiers piliers de notre religion, c'est terminé en fait. Alors, on sait qu'il y a en Belgique une population musulmane extrêmement importante et qui est très puissante, on le sait. C'est-à-dire, lorsqu'il s'agit de faire la Brit Mila, la circoncision, même les musulmans sont concernés par ce sujet. Et où est la différence au niveau de l'approche entre la communauté juive et la communauté musulmane? Bonne question, mais je vais vous répondre. La communauté musulmane fait ça à une âge beaucoup plus grande. Donc elle est obligée. Oui, ils font ça aussi souvent dans des hôpitaux, et il y a question de seulement enlever le remboursement de cette intervention qu'ils font à l'hôpital, parce qu'ils disent c'est leur choix et donc c'est à eux de payer, mais il n'y a pas d'interdiction pour eux. Parce qu'il y a un contrôle médical en fait. Tout à fait. Oui. Alors, ils disent donc aujourd'hui que ce genre d'intervention doit être fait par un médecin, en tout cas quelqu'un qui est qualifié pour faire ça, et nos moalim sont qualifiés
D'ailleurs, quand je peux revenir encore un peu sur le cadre, dans certains pays, ils ont dit par exemple, OK, on veut que ces moalim ont un certificat, par exemple d'un rabbin, Oui. qui certifie qu'ils ont vu qu'ils sont capables de le faire. Il y a des solutions pour tout, mais en tous les cas, pour nous, il est impossible de faire cette circoncision par des médecins parce que la personne qui le fait doit être donc juive et bon, on peut pas trouver. Alors, des ça, moalim je voudrais médecins. juste avoir une précision. C'est-à-dire, les autorités voudraient qu'il y ait un médecin, que ça soit fait par un médecin, ou alors que le médecin contrôle la Brit Mila faite par le rabbin, le Moël. Ce n'est pas encore très clair tout ça. En tous les cas, ce qu'ils disent pour le moment, c'est que un Moël n'est pas autorisé à faire ce genre d'intervention. C'est ça qu'ils disent pour le moment. Alors, que répondent aujourd'hui les autorités quand vous venez et vous leur dites ça fait partie des fondements de la pratique juive? Qu'est-ce qu'ils répondent? La porte, pour le moment, est vraiment fermée, donc on n'a même pas de discussion en ce moment. Je sais que le consistoire de judaïsme, donc c'est une autre organisation, essaye de se battre depuis très longtemps et il y a beaucoup d'autres organisations aussi. Selon moi, ce qui s'est passé hier avec cet ambassadeur, je pense que cet ambassadeur a vu ce problématique, entendant, parce qu'il rencontre beaucoup de personnes de la communauté, donc il entend nos inquiétudes, et il a dit, ça ne peut pas se passer. Maintenant, je vais jeter un bombe et on va voir qu'est-ce qu'ils vont dire. Donc lui, il a été convoqué aujourd'hui chez le ministre Prévost, qui est notre ministre des Affaires étrangères. Il était convoqué immédiatement. C'est d'ailleurs le même ministre qui, lui, a mis des sanctions contre Israël malgré que la guerre est finie et qu'il maintient ces sanctions. Et il a aussi mis des sanctions contre des Belges qui vivent en Israël pour ne plus leur donner de services consulaires, pour vous dire qu'il est très fâché que l'ambassadeur se mêle des choses qui le regardent pas. Mais bon, et ce ministre Prévost est très fâché qu'il a dit que la Belgique est un pays antisémite. Ah oui. Alors, vous pensez qu'il peut y avoir une crise diplomatique entre les États-Unis et la Belgique? Il y a une vraie crise là. Il parle vraiment, c'est dans tous les journaux, etc. Donc après, ce que je voulais surtout vous raconter, c'est qu'après le rencontre qu'il a eu, il a été donc convoqué, il est sorti de là, il y avait des caméras, et au lieu de calmer les jeux ou de dire ce qu'il a été dit, il a répété, il a tenu tête, il a dit, moi je reste avec ma position, c'est antisémite, c'est absolument inacceptable, ils doivent arrêter ça, ils doivent laisser la communauté juive tranquille. Donc, personnellement, je salue ça, je suis très reconnaissant. J'aime bien des personnes qui ont des bonnes intentions, on va dire ça comme ça, malgré que je comprends que ça a choqué certaines personnes parce que c'est vrai que c'est inhabituel. Mais à un moment donné, vous savez, si on reste là calme, en train d'attendre que les choses vont s'améliorer, on a vu avec la shrita, avec l'abattage rituel, que ça a mal tourné. Et ici, on doit absolument éviter que ça se passe encore une fois. Eh bien, Ralph Pines, merci beaucoup de nous avoir expliqué cette problématique qui est le reflet effectivement des difficultés que rencontre aujourd'hui la communauté juive belge face aux autorités. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. J'espère que la prochaine fois, on se parlera des meilleures nouvelles, bonnes nouvelles. De bonnes choses, effectivement, de choses positives, on va dire constructives. Merci beaucoup, Ralph, d'avoir été avec nous. Merci à vous. Bonne journée.